C'est tout l'enjeu là de s'autoriser à la trahison. C'est-à-dire que dans un foyer sain, on prend soin les uns des autres, et quand on grandit, on prend soin des personnes âgées. Dans le cas des familles où il y a eu de la malveillance, cette période-là devient extrêmement compliquée et on se retrouve à vouloir trahir cette espèce de pacte symbolique qui se joue dans les familles. Et en plus, il faudrait trahir devant tout le monde qui nous pointe du doigt en disant « mais tu te rends compte, tu vas abandonner ton père, ta mère à l'hospice ». Et si on en revient à la vie professionnelle de quelqu'un qui vit ce genre d'ambiance dans son enfance, est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir tendance à être dans un échelon, par exemple, particulier quand il va être salarié? Est-ce qu'il va être plutôt en haut de l'échiquier, en bas? Est-ce qu'il peut être de partout? Comment ça se passe? Il peut être partout. Ok. Il peut être partout. Il peut être partout, mais... Tu vois, tu disais tout à l'heure là, juste là, que on cherchait l'essence des choses derrière les différents cas. Ben en fait, l'essence des choses, pour moi, hein, c'est mon prisme, hein, c'est l'enjeu du cadre et du maître du cadre. Quand tu es enfant, tu grandis à l'intérieur du cadre posé par tes parents, et tes parents sont tes maîtres du cadre. Si tu as eu des maîtres du cadre qui ont posé un cadre simple, structuré, sécure, à l'intérieur duquel tu te sens en sécurité, et avec donc des limites qui sont claires et qui sont utiles et qui te permettent de comprendre comment fonctionne le monde autour, tu vas rejouer ta vie professionnelle en étant capable de t'adapter au cadre des autres quand ce cadre est sain. Tu vas être capable de créer le tien, tu vas être capable de comprendre comment fonctionnent les différents endroits dans lesquels tu es, et quand quelqu'un commence à essayer de dévoyer le cadre, à essayer de transgresser le cadre, à essayer de prendre la main sur le tien, à essayer de te faire rentrer à l'intérieur d'un cadre où tu veux pas, ben tu le vois, parce que tu as des repères sur ce qu'est un cadre sain. Quand tu as grandi à l'intérieur d'un cadre insécure, pas stable, voire dévoyé si tu as eu le malheur d'avoir des parents pervers, c'est-à-dire, c'est quoi un cadre pervers? C'est un cadre où on te fait croire que le cadre est sain, alors qu'en fait, on fait exprès de jouer avec pour que tu n'aies jamais aucun repère et que tu ne saches jamais sur quoi t'appuyer, et pour que tu crois que tu es en sécurité alors que tu l'es pas. Et c'est un jeu maîtrisé du cadre. C'est pour ça que c'est pervers. C'est-à-dire que la limite, on te fait croire qu'elle est là alors qu'en fait, il n'y en a pas. On te fait croire que tu dois respecter ça, et quand tu le respectes, on te fait comprendre que quand tu as fait ça, tu n'as pas respecté autre truc. Donc, quoi que tu fasses, tu es foutu. Voilà. C'est pas la même chose que de grandir à l'intérieur d'un cadre avec des maîtres du cadre qui savent pas faire, qui sont pas en état. C'est pas la même chose. Bref, tu grandis avec une représentation du cadre qui n'est pas saine, et donc avec des représentations de ce qu'est un maître du cadre qui est perturbé. Et ça va se rejouer partout, dans tous les domaines de ta vie. Parce que tu vas bosser, tu rentres dans le cadre de quelqu'un d'autre, et si t'es pas à l'aise avec les figures d'autorité, que tu ne sais pas où sont les limites, tu sais pas à quel endroit t'as le droit de te mettre ou pas, et à quel endroit on abuse de toi ou pas, t'es le pigeon idéal pour te faire harceler, par exemple. Autre exemple, si t'as grandi en comprenant que tu devais tout le temps être l'objet à l'intérieur du cadre des autres, le jour où tu es censé devenir le leader d'un projet, tu peux pas, parce que tu n'as pas le droit d'être le maître du cadre. Tu n'as le droit que d'être l'objet à l'intérieur du cadre des autres. Donc ça te fait peur. Ça a un impact à tous les niveaux. Et donc que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, que tu sois cadre de santé, partout ça vient se jouer, parce que partout il y a des cadres. Partout il y a des cadres et partout il y a des limites. Et tant que tu comprends pas comment ça fonctionne et comment tu peux t'insérer à l'intérieur de façon saine et comment tu peux devenir le maître de ton propre cadre tout en acceptant l'idée qu'il y en a d'autres autour, eh ben t'es coincé, parce que tu vas rejouer ça partout. C'est comme ça que tu te retrouves avec des gens qui t'expliquent que, partout où ils passent, ils sont harcelés,
ou partout où ils passent, ils se font virer. Ben, en fait, ils sont en train de jouer ça. Ils sont en train de rejouer cet enjeu-là. Où ils veulent créer leur boîte, mais ils sont transparents, personne ne les voit, ils n'arrivent pas à se faire entendre, ils n'arrivent pas à se faire remarquer, ils n'arrivent pas à négocier. Tu peux rien négocier quand t'as un problème de rapport au cadre, puisque t'as pas de limite. T'as pas de limite, t'as pas d'espace, donc tu n'as pas de pouvoir. Si tu n'as pas de pouvoir, t'as rien à vendre. Donc tu peux pas créer quelque chose, tu peux pas prospérer, ça vient rejouer tous tes enjeux de pouvoir partout. Et dans ton boulot, tu ne vends jamais que ton pouvoir. Tu vends ton pouvoir sur le monde. Si tu as un problème de rapport au pouvoir parce que partout où t'es passé, les figures d'autorité abusaient de leur pouvoir ou ne savaient pas l'utiliser, tu es coincé parce que tu vas rejouer tous ces enjeux-là dans le monde du travail. Et ça te pourrit la vie, ça peut te pourrir une carrière entière. Simplement parce que t'as pas les bons codes. En fait, tu mènes ta vie professionnelle avec une carte du monde qui est complètement biaisée, avec des repères qui sont pas au bon endroit, des trucs qui sont pas à l'échelle, et t'es perdu, et tu te prends des murs dans la figure et tu comprends pas pourquoi. C'est très rigolo parce que, enfin, c'est très rigolo. Non, c'est pas très rigolo, mais ce que ça me fait émerger, si tu veux, j'ai fait une conférence sur les décalés de naissance et c'est une carte, cette conférence. Donc, tu vois, j'ai eu besoin de faire émerger une carte suite au fait de trouver de la sérénité. C'est vraiment là-dessus que ça s'est porté. Et du coup, cette carte, elle me travaille encore et je suis encore en train de la préciser et tout. Et j'aime la découvrir. Parce qu'en fait, oui, effectivement, dans un premier temps, il n'y avait pas de carte et il n'y avait pas de cadre qui tienne. Il y en avait ou trop ou pas assez, ou enfin, c'était jamais suffisant, c'était jamais contenant à ma mesure. Voilà, c'est ça que je dirais. Et ce mot de contenant, il est beaucoup revenu dans notre échange aujourd'hui, et je pense qu'il est important. Il est important parce que il résume en fait quelque chose qui détermine la taille qui est la nôtre quand on est vraiment en rencontre avec qui on est dans le présent. On est à la fois spacieux, il y a un espace où c'est nous et où il peut y avoir personne d'autre. Et enfin en tout cas physiquement. Un contenant, ça va nous donner notre dimension d'humain, c'est-à-dire qu'on a un corps et on est spatialement situé à un endroit, et puis donc on a une portée qui est directement en relation, même si aujourd'hui on peut arriver à transcender cette proportion finalement avec Internet et tout ça, mais quand même on a une portée du fait de la taille de notre corps et du fait de la taille de l'énergie qui est la nôtre. On est un individu. Et donc, du coup, c'est être en rapport avec ça, avec ce que ça nous donne comme possibilité, mais comme limite également. Et tant qu'on est au clair ni sur l'un ni sur l'autre, on voudrait à la fois n'avoir aucune limite et trouver les siennes propres. On est dans une quête éperdue d'impossibilités et de frustrations qui s'enchaînent les unes aux autres. Et donc, ça crie, c'est tout ce que ça fait. À l'intérieur, ça hurle et voilà. C'est ça. Et tu ne sais pas où te situer, tu ne sais pas où te mettre, donc tu ne peux pas construire ta place dans la cité, donc tu n'as pas de pouvoir et tu ne peux rien construire. Ok. Mariana, est-ce que tu penses que tu as quelque chose à ajouter sur... j'imagine qu'il y a plein de choses que tu aimerais dire, mais là, dans ce qu'on vient d'échanger, est-ce qu'il y a quelque chose qui te paraît important qu'on n'a pas abordé? Il y a un truc que j'aimerais dire. Il y a un lien qu'on oublie tout le temps entre l'autorité et l'autorisation. J'aime bien en parler, c'est-à-dire que c'est la figure d'autorité qui te donne les autorisations. Et donc, si tu n'es pas autorisé à construire ta vie, parce que ta figure d'autorité, elle t'a pas donné les autorisations, elle ne t'a donné que des interdits, que des limites, tu te retrouves coincé et t'as absolument besoin d'aller te trouver d'autres figures d'autorité. D'autres personnes dont la parole va pouvoir servir à te donner des autorisations. Et c'est aussi ça, trahir, c'est-à-dire que se donner le droit d'aller se trouver d'autres figures d'autorité, c'est trahir la première qu'on a eue, et on en a besoin. Parce que quand on a un parent toxique, ça veut dire qu'on a eu une figure d'autorité qui n'a pas assumé son pouvoir de la bonne manière, et donc elle n'a pas pu nous autoriser, et si on n'a pas été autorisé, on ne peut pas devenir auteur. Donc on ne peut pas devenir auteur de sa vie.
C'est la figure d'autorité qui, à un moment donné, nous tape sur l'épaule et nous dit « Vas-y maintenant, je te regarde. » Ouais, Et tout si à t'as fait. pas ça, ça se joue dans tous les centres de formation, hein, à un moment donné. Ton prof, il te dit, je sais pas moi, t'es en train de faire un CAP pâtisserie, et à un moment donné, ton prof, il te dit, ta tarte aux pommes, elle est top, vas-y maintenant. Vas-y, fais-en plein. Et à ce moment-là, il te tape sur l'épaule, il te donne l'autorisation de déployer ton pouvoir à un endroit, et il le fait, et ça te nourrit. Pourquoi? Parce que tu as projeté sur cette personne qu'elle avait de l'autorité sur toi, parce qu'elle dispose d'un savoir, parce qu'elle a une place dans une hiérarchie, et tu as besoin qu'elle vienne te taper sur l'épaule pour te dire vas-y, c'est bien maintenant. Sinon, tu t'autorises pas. On s'autoriserait pas tout seul à devenir chirurgien. On a besoin d'apprendre pendant des mois et des années jusqu'au jour où ton chef de service que tu as appris à respecter te tape sur l'épaule et te dit vas-y maintenant, tu vois là, au bloc C, il y a l'appendicite de Madame Michu, ça y est, t'es bon, vas-y. T'es grand maintenant. Vas-y, je te regarde. Et si ce mec-là, il te tape pas sur l'épaule, bah t'y vas pas. Et donc, il y a un lien profond entre autorité et autorisation, et c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Et si tu n'as pas été autorisé, il faut aller se trouver d'autres figures d'autorité qui vont venir jouer ce rôle-là et qui vont te donner le droit de devenir auteur de quelque chose à ton tour. Ok, merci pour cet ajout. J'ai l'image, tu sais, de la course de relais. Et que du coup, c'est juste ce relais, ça peut être vas-y, éclate-toi, fais-toi confiance. Et puis ça peut être également mets-toi là, sois pas là, tu me fais chier, etc., etc. Donc ça peut être un relais avec un bâton pas très sympa, avec un bâton pour taper et pas pour passer. Exactement. Merci pour cet échange, merci beaucoup. On arrive un peu donc à la fin de notre échange à tous les deux. Je vais quand même faire une petite séquence justement pour laisser émerger ce qui te viendra, pour compléter certaines phrases. Donc je vais te dire la première partie. Je te laisse finir comme tu l'entends, spontanément. Ça te va? Allez. Ok, cool. Donc selon moi, le monde serait plus beau si chacun prenait la peine de réinventer sa place. Être humain ou être humaine, pour moi, c'est apprendre à déployer son pouvoir tout en sachant qu'on va mourir, et donc que ce pouvoir est limité. Aujourd'hui, prendre soin de moi, ça veut dire principalement réapprendre à respirer de façon lente et profonde, c'est-à-dire apprendre à calmer mon système nerveux de telle sorte qu'il apprivoise ce que c'est que d'être en sécurité. Et je le fais de plus en plus et ça me change la vie. Ce que je garde du moment que nous venons de vivre, c'est principalement le sentiment qu'on fait le même métier avec des grilles de lecture différentes, et c'est précieux, et c'est d'utilité publique. Merci. Dernière question où tu peux développer vraiment tout ce que tu voudras. Je l'aime bien celle-ci et je ne l'avais pas posée lors de ta première venue, elle m'est venue ensuite. Est-ce que tu t'aimes? Et si oui, est-ce que tu veux bien nous parler de comment tu t'aimes? Est-ce que je m'aime? J'apprends. J'ai pas fini, mais ça se passe bien. Et comment je m'aime? J'essaye régulièrement de me regarder comme un humain en mouvement, et donc pas comme un objet imparfait. Et chaque fois que je suis tentée de me regarder comme un objet pas conforme, dysfonctionnel, pas performant, j'apprends à transformer mes phrases en une phrase vivante. Et ça, c'est une façon de m'aimer. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu de dire aujourd'hui, je suis pas performante et c'est un scandale, je vais me dire, je vais transformer ça, je vais transformer le qualificatif de pas performant, dysfonctionnel, en aujourd'hui, je suis habitée par tel enjeu qui produit tel type d'effet, et du coup, ce n'est plus une qualification qu'on pose sur un objet fixe, ça devient une dynamique. Et au milieu d'une dynamique, il y a des moments où c'est pas terrible, mais ça reste vivant et ça reste mouvant. Et ça me permet, chaque fois que je suis tentée
de revenir à l'origine, c'est-à-dire de revenir là où je suis objet d'un système qui n'est pas le mien, que je n'ai pas choisi et que je subis. Je change de regard et je change ma façon de décrire ce qui se passe, de telle sorte que je puisse redevenir un humain à mes propres yeux. Et parce que je redeviens un humain à mes propres yeux, eh bien, j'accepte d'être vivante, d'être puissante et limitée en même temps. Et c'est ça qui fait que je suis un être humain et que je vis, j'appartiens au monde du vivant. Et si j'appartiens au monde du vivant, ça veut dire que la vie circule à travers moi. Je peux être créative, je peux construire et créer des choses, je peux avoir de belles relations avec des gens et je peux avoir comme le citronnier 4 saisons, j'aime cette image, qui est à la fois porteur de fleurs et de fruits sur lui et en même temps. Et ben j'essaie d'être comme ça et je peux me regarder comme ça aujourd'hui et je trouve que c'est une belle façon de s'aimer. Voilà. Merci infiniment pour cette réponse et pour tout l'échange qu'on vient d'avoir. Je suis ravi, écoute, de cet échange. J'espère qu'il nourrira de nombreuses personnes qui ne manqueront pas d'être interpellées par ce sujet. De toute façon, si on est concerné et qu'on lit Famille toxique, a priori, si on a envie d'en apprendre un peu plus ou d'avoir des éclairages, on va aller consulter cet échange qu'on vient d'avoir. Et voilà, je suis vraiment très heureux de t'avoir accueilli. Et puis, je vais passer la main maintenant à Gaëtan qui a suivi tout notre échange, qui quand même a duré un petit moment, et qui va venir te rejoindre pour te partager un petit peu ce qu'il en retient, les interrogations qu'il aurait éventuellement. Ça te va? Avec plaisir. Super. Je te dis à tout à l'heure pour la conclusion. Merci. Bonjour Mariana, j'étais à vous écouter pendant tout le temps de l'entretien du côté des écrans, du côté de la régie avec Mathieu. Et maintenant, je me permets d'intervenir de façon à donner mon point de vue subjectif, de façon à remonter sur certains de vos propos, parce que il y a des choses qui m'ont parlé. Et à un moment donné, Mathieu disait, après tout, ce qu'on fait là, ça peut être aussi l'occasion de faire du témoignage et de faire en sorte que, quelque part, nos expériences puissent servir aussi à d'autres. Donc, je vais peut-être me positionner de cette façon-là. S'il y a des choses inexactes dans ce que je dis, n'hésite pas à les modifier, à les changer pour les remettre dans la droite ligne de la façon dont tu vois les choses. Et j'ai apprécié avec Mathieu justement que ça soit clairement exprimé la façon dont tu dis les choses. Et je me suis dit assez vite dès le début de l'entretien, il y a un livre. Chez moi, le côté livre, on n'y touche pas trop. Des fois qu'on les prête à quelqu'un, on va pas commencer à mettre des messages dessus. C'est très intime dans ces cas-là. Il risquerait de lire ce que j'ai marqué à côté. Et il y a un bouquin qu'on m'a offert il y a 3 ans. En même temps, le fait que la chaîne grandisse, ça a aussi contribué à moi que je découvre des choses me concernant. Et c'était un livre de Jeanne Siofachin, Trop intelligent pour être heureux. Et j'ai commencé à marquer plein de choses sur le côté. Et si c'était un livre, votre entretien avec Mathieu aujourd'hui, j'aurais fait, je pense, la même chose. Donc, comme je dis, quelque chose que je ne fais pas parce que souvent le livre a un côté un peu sacré ou si je le prête. Et là, aujourd'hui, je pense que j'aurais noté plein de choses aussi par rapport à ce que vous avez pu dire. Et c'est plein de choses que j'ai marquées dans ce livre et que j'aurais marqué dans ce livre. C'est des choses qui sont en fait des témoignages d'événements ou d'expériences que j'ai vécues. Sauf comme vous l'avez dit, quand je les ai vécues entre guillemets de bonne foi. C'est-à-dire que je pensais évidemment que c'était normal. À un moment donné, dans l'adolescence, c'est quand même peut-être pas normal. Mais à défaut de pouvoir faire autre chose, à défaut de pouvoir s'enfuir, à défaut d'avoir une autre famille, il a fallu survivre, comme vous l'avez dit à un moment donné. Et c'est surtout très tard, donc vers 40 ans, à l'âge adulte, que j'ai pu me rendre compte, avec l'aide de quelqu'un, que c'était peut-être pas si normal et que oui, il y avait sans doute des gens qui avaient vécu des choses terribles, des accidents de voiture, des amputations de bras, mais n'empêche que ce qui a été vécu au moment de mon enfance n'était peut-être pas si juste que ça et il y a eu des vraies conséquences. Donc ça peut être l'occasion peut-être de témoigner en même temps, même si aujourd'hui évidemment il y a du temps qui est passé, de parler aussi peut-être de réactivation, de parler peut-être aussi de mon côté de la différence entre la conscientisation des choses, là où j'en suis rendu, mais ça c'est encore la tête, et le rapport au corps, qui lui peut encore revivre des choses, et c'est relativement récent puisque cette semaine justement j'ai eu un épisode où mon corps faisait bien ce qu'il voulait,
Et malgré que ma tête était là avec tout mon bagage de thérapeute pour rassurer en disant accueille les émotions, ça va passer. Et il s'est passé des choses. Donc c'est l'occasion peut-être d'en parler. Il y a une phrase que vous avez utilisée, grandir au sein d'une famille toxique. Et vous avez derrière ça défini la famille toxique, donc où l'enfant pourrait être un objet que l'on balade, qui ne doit pas nécessairement vivre, pas faire de bruit. Donc ça a parlé de choses que j'ai pu entendre quand j'étais enfant. Où la famille peut avoir peur de la joie, où l'enfant peut être dans un mode de survie et surtout sur ses gardes parce que l'adulte référent peut très vite changer de visage, changer d'attitude et une même phrase de l'enfant d'une fois sur l'autre peut être accueillie de façon radicalement opposée, ce qui crée énormément d'insécurité. Vous avez évoqué aussi avec Mathieu que très vite l'enfant comprend que s'il y a un rejet de la mère, viscéralement, et c'est normal, je dirais de façon archaïque, on est programmé au fait que l'on va mourir si on se fait rejeter par sa mère. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'adapter pour ne pas se faire rejeter, ce qui crée, de ce que vous m'avez dit, et je le valide pour l'avoir vécu, ce qui crée de l'anxiété, ce qui crée quelque part de vraies tensions en interne, physiquement, et qui peuvent rester à l'âge adulte, puisque ça devient des réflexes, quelque part. Et moi, je me souviens des moments de privation de liberté, donc enfermé. Je me souviens aussi que ces privations de liberté s'accompagnaient de ne pas manger. Donc quand on parle de « on va mourir », je pense que l'enfant intérieur, dans ces moments-là, et le ventre, donc là, le corps, a fait un lien inconsciemment entre tout ça. Alors je me posais la question, puisque tu expliquais que, consciemment ou pas, de façon perverse ou pas, l'adulte, dans ces cas-là, ne souhaitait pas justement qu'il y ait la joie, qu'il y ait la comparaison. C'est quoi le risque que tout d'un coup la joie s'intègre dans cet univers familial? La joie, c'est du vivant. La joie, c'est contraire à la survie. C'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Par exemple, dans une famille perverse, un enfant joyeux, c'est un enfant qui échappe au contrôle. C'est un enfant qui redevient habité par sa dynamique d'enfant, donc il n'est plus objet. Quand tu ressens de la joie, tu es pleinement vivant et donc tu es pleinement sujet. Et donc tu n'es plus l'objet soumis au système. Donc la joie, c'est la manifestation du fait que, en tant que parent pervers, tu n'as plus le contrôle sur ce qui se passe. Je ne sais pas si tu as vu ou tu as lu le roman Vipère au point, ou si tu as vu le film avec Catherine Fro. Tu as l'image d'une mère très autoritaire qui prend qui torture ses enfants en les privant de nourriture, en les privant de plein de choses, et à un moment donné elle tombe malade, elle va à l'hôpital et les 3 enfants et le père vivent le meilleur moment de leur vie, la joie revient, la vie revient, et à un moment donné elle revient. Et quand elle revient, elle arrive au moment du petit déjeuner, elle dit pas un mot et le premier truc qu'elle fait, c'est remettre le couvercle sur le beurrier. Parce que la fête est finie. Parce que maintenant, on mange plus, c'est plus une période de joie, et la vie redevient interdite. Voilà, c'est ça qui se passe dans les familles perverses. Dans les familles dysfonctionnelles, c'est autre chose. T'as un parent dépressif, il cherche pas à éteindre ta joie, mais parce qu'il va mal, la joie est difficile Mais c'est pas la même chose qu'une famille perverse. Dans une famille perverse, la joie, c'est de la vie incontrôlable, et donc ça échappe à son pouvoir, et c'est un scandale. Et en plus, ça rend l'enfant sujet, et donc on veut pas. On veut qu'il reste objet, et puis qu'il n'ait de joie que celle qu'on lui autorise au moment où on le lui autorise, comme une récompense parce qu'il s'est bien soumis. Il faudrait pas qu'il y ait de la joie et du plaisir comme ça, gratos. C'est pas compatible avec le système pervers. Là, je me suis rendu compte que j'avais souri à un moment donné pendant tes propos, et alors je me reprends quelque part. C'est un sourire, mais ça fait partie de ces sourires de politesse finalement que j'ai pu développer au fil de ma vie. Parce que quand ça me parle, quand enfin quelque part j'entends un écho dissonant, parce que comme vous l'avez dit, on est le signe noir quand on commence à dire qu'il s'est passé des choses dans la famille,
même si la famille n'est pas très grande, même s'il n'y a pas de frères et sœurs, n'empêche que dans ces cas-là, tu vas être aussi puni parce qu'à un moment donné, tu as dit quelque chose de trop vrai, de trop sincère, de trop légitime, qui va pas dans le sens de l'abnégation et de la soumission. Et dans les choses que je me souviens qui m'avaient été dites, par exemple, pendant un moment, c'était « tu n'as qu'à aller voir ailleurs si c'est mieux ». Et à un moment donné, je sais pas, vers 16 ans, j'ai commencé à dire « bah oui, je voudrais bien aller voir ailleurs ». Et là, par contre, la porte s'est fermée, de nouveau, j'étais enfermé. Donc le côté pervers, c'est aussi le froid et le chaud de « ok, va voir ailleurs si c'est mieux ». Et dans ces cas-là, je suis désolé, mais quand le parent me dit ça, c'est pas de l'inconscience. Il sait très bien ce qu'il dit, là, par contre. Moi, je dis à un moment donné, il y a eu du dressage plus que de l'éducation. On n'a pas cherché à me faire grandir. Comme tu l'as dit, malheureusement, par différentes choses, vous avez parlé de la guerre. Dans ma famille, il y a des choses en rapport avec des morts de ma grand-mère pendant la guerre. Mais n'empêche que derrière ce qui a été vécu, l'enfant qui est en moi a vécu des choses qui apparaissent injustes, sauf qu'il a fallu des dizaines d'années pour que ça soit accessible à ma conscience. Parce que avant, c'était inimaginable qu'un parent puisse me vouloir du mal. Et puis surtout, on n'a pas de source de comparaison. Dans des patients que tu accompagnes, souvent cette sorte de réveil ou d'éveil, parce que, comme vous l'avez dit, faut se confronter au fait à un moment donné que, ouais, ok, j'ai été frappé par ma mère, ouais, ok, j'ai eu des comportements qui auraient pu être pas joués pendant ce temps-là. Souvent, l'âge de cette révélation-là pour les gens, quand ils sont prêts à rentrer en thérapie, est-ce qu'il y a une moyenne ou c'est sur le tard, c'est la fin d'adolescence, c'est 30 ans, c'est 40 ans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine? Les clients que j'ai, moi j'ai pas de patients parce que je suis pas thérapeute, je suis éducatrice, donc mes clients, ils ont entre 35 et 50 ans, voire plus. Jeunes, j'ai pas forcément ce public-là. Je pense qu'en fait, vous savez, on attire le public qui nous ressemble. On fait pas exprès, mais c'est comme ça. J'attire plus les gens avec un passé assez lourd que les gens avec des problèmes familiaux, mais relativement faciles enfin facile. C'est jamais facile, mais à peu près un peu léger. Moi, j'attire des gens avec du passé conséquent. Et donc, ils n'ont pas 20 ans parce qu'à 20 ans, ils n'ont pas le recul pour voir ça. Et surtout, comme je travaille avec des gens qui ont des problèmes de boulot, ce sont des gens qui sont quand même suffisamment installés. C'est-à-dire que les jeunes qui font des études et qui ont des soucis dans leur petit job étudiant ne viennent pas me voir parce que c'est pas encore assez douloureux, c'est pas encore assez constitutif de leur vie. Mais quand ils commencent à avoir 35, 40, 45, qu'ils veulent monter des projets, qu'ils n'y arrivent pas, c'est le 5e boulot et c'est la 5e fois qu'ils sont harcelés. Là, ça commence à faire sens. C'est-à-dire que les nœuds de l'enfance, on commence à avoir un petit peu de recul, un petit peu de bouteille, un petit peu de distance, et en même temps, on constate dans sa réalité à quel point on est encore entravé, et c'est là que les gens viennent me voir. Donc moi, j'ai cette tranche d'âge-là, 35, 50, des fois 60, mais les jeunes, non. Les jeunes, ils sont pas encore mûrs pour prendre ça dans la figure. Ouais, il faut prendre ça en main. Je pense que si je me souviens quand j'étais jeune, il y a 2 choses qui se sont passées. Déjà, il fallait partir très très vite, le plus vite possible, pour fuir. Parce que l'air de rien, je me souviens que mes parents, même quand j'étais à 100 km en chambre étudiante, voulaient contrôler ce qui se passait à distance, quitte à débarquer n'importe quel moment, ce qui était très insécure aussi. Et puis, je me souviens que quand j'avais une vingtaine d'années, je pensais que tout ça était derrière moi. Quelque part, il y avait tellement une envie que ça soit du passé, que ça soit terminé parce que j'avais été suffisamment patient, parce que je pouvais pas me barrer, il y avait personne pour m'accueillir d'autre. Qu'une fois que j'ai pu enfin partir du cocon familial, si on appelle ça un cocon ou côté fermé, je pensais que ça allait être du passé. Ouais. C'est comme tu le dis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mes figures d'autorité, comme vous l'avez dit, je me rendais conscience qu'il y avait des choses qui se rejouaient, que je projetais certaines choses vers elles et que dès que c'était injuste ou que le comportement me disait par exemple qu'il fallait faire des efforts, effectivement il y a une limite qui me ramenait. Alors je pense que d'ailleurs cette phrase n'était pas juste, mais il y avait bien une sensibilité particulière qui avait été réveillée à ce moment-là. Donc avec le temps,
j'ai dû admettre, et puis le travail thérapeutique m'y a aidé, que tout ça, comme vous l'avez dit avec Mathieu, est constitutif et que notre passé n'est pas du passé. Notre passé a créé des patterns, a créé des modes des sensibilités. Et ce que je voulais témoigner, c'est que tu as parlé à un moment donné je vais revenir dessus, on a le droit de fuir. Est-ce que tu peux repréciser? Ça a été juste une phrase dans votre conversation. On a plusieurs possibilités et on a le droit de fuir. Est-ce que tu peux développer ça, s'il te plaît? Si on grandit dans un milieu pervers, à un moment donné, notre survie peut dépendre de la fuite. Et on a besoin parfois d'être autorisé par quelqu'un à fuir. Moi, ça peut m'arriver en tant que praticien de dire aux gens, vous savez, vous avez le droit de vous barrer très loin. Vous avez le droit de ne plus jamais y retourner. Et comme c'est un interdit moral dans notre culture, mais dans toutes les cultures, je pense que fuir sa famille, en dire du mal, décider que on n'ira pas au chevet de son parent mourant, c'est extrêmement mal vu de la part de tout le monde. On va toujours vous dire, mais quand même, c'est ton père, c'est ta mère. Oui, certains parents on a besoin de les fuir pour survivre. D'ailleurs, la fuite, ça fait partie des stratégies de survie, c'est pas pour rien. Et certains milieux et certaines relations appellent ce genre de réaction-là, et c'est une réaction de survie, et on y a droit. Voilà. Alors après, je vais pas forcément dire la même chose pour des familles dysfonctionnelles où vous avez un parent dépressif, il était dépressif, ma foi, il a pas choisi, il est malade. Bon, c'est pas forcément amusant, c'est pas forcément facile de se construire avec des parents qui ne sont pas en état d'assumer leur mission. Ça veut pas forcément dire que il est impossible de renouer une relation saine avec. Mais un parent pervers, par contre, c'est pas la même chose. Un parent pervers, comme un patron pervers, hein, ou un conjoint pervers. Fuir, c'est une option tout à fait légitime, et de temps en temps, on a besoin de se rappeler qu'on y a droit, au même titre que n'importe quel être vivant qui a le droit de survivre et de tout mettre en place pour ça. Voire même de temps en temps s'entendre redire par quelqu'un de bienveillant ou par un thérapeute. Ce qui m'est arrivé il y a 10 ans. Souviens-toi de ce qui t'a été fait. Souviens-toi de ce que ta mère t'a fait, parce qu'il y a une culpabilité qui s'installe avec le temps, avec le parent qui vieillit. Alors là encore, je témoigne, hein, d'où je parle de moi, et ça ne concerne que moi, mais j'espère que peut-être que ça peut parler à d'autres. Donc le parent qui vieillit, avec ce côté, est-ce que je ne fais pas l'erreur d'aller à son chevet? Est-ce que je fais pas l'erreur que je regretterai après? Et le fait qu'on nous rappelle à un moment donné tout ce passé, à quel point ça a été coûteux de sortir aussi de tous ces schémas qui ont été mis en place. Je crois que c'est pertinent si on n'arrive pas à se le dire à soi-même. Et pour être encore plus, quand je parlais de le droit de fuir, ça fait 20 ans que moi je n'ai pas fait de feedback. C'est-à-dire que je reçois des sollicitations de la part de ma mère sous forme de messages, de SMS ou de courrier, mais je fais pas de feedback. Mais n'empêche qu'elle continue. Alors souvent il y a l'esprit qui va prendre le pas en se disant ok, elle laisse couler. Et là j'ai reçu 2 messages, justement quand tu disais tout à l'heure sur le lit de mort de son parent toxique. Là c'est une utilisation de vocabulaire justement dans le côté je vais bientôt mourir, et pour essayer de faire en sorte que je donne un feedback. Et autant le cerveau a réussi à de nouveau se dire ne t'inquiète pas, je suis garant de ma sécurité, je suis un être individué, je ne suis pas elle, je laisse traverser. Autant je me suis rendu compte, mais c'est pas venu tout de suite, au bout de 2 jours, que arrivé dans le lit, le corps se met à trembler, que tout d'un coup une bouffée de chaleur, que tout d'un coup gros mal au ventre, et pendant 2-3 jours, je me retrouvais avec un corps qui faisait bien ce qu'il voulait, alors que le cerveau, lui, était beaucoup plus rationnel. Et ça m'a impressionné de pouvoir avoir une distance entre ce que il y a un titre de bouquin, Le corps n'oublie rien, entre ce que le corps pouvait encore se souvenir, ce que ça allait lui faire de lire ces mots, d'entendre cette voix, et là où je voulais en être arrivé. Ça donne aussi une certaine humilité par rapport à ce parcours où j'avais l'impression d'avancer, mais n'empêche que le corps, lui, il y a des séquelles à l'intérieur. Et comme vous l'avez dit avec Mathieu,
Je crois que, parce qu'il y a un mot, le mot contenant, même avant l'entretien tout à l'heure, j'en parlais à Mathieu, c'est une semaine, c'est cette semaine, puisque c'est dimanche ce que j'évoque, c'est tout récent. C'est un besoin de contenant dans ces moments-là. Quand tu disais que ta posture, c'était justement dans la contenance, je trouve ça hyper juste. C'est un moment où moi, j'ai juste besoin de pouvoir m'abandonner, lâcher et me sentir en sécurité. Pleurs n'arrivent pas parce qu'il y a une sorte de si je pleure, je vais m'effondrer et j'ai pas de filet de sécurité. Parce qu'il n'y a que moi depuis 25 ans à pouvoir prendre soin de moi après ce que j'ai vécu. Donc, les pleurs ne viennent pas spontanément sans cette sécurité. Est-ce que ça évoque des choses par rapport aux gens que tu rencontres, aux expériences, à ce que je suis en train d'évoquer? Bien sûr. Bien sûr, le fait de se dire je suis tout seul avec ma souffrance à pouvoir prendre soin de moi, c'est là que j'ai envie de vous dire la phrase d'Edgar Morin que je citais tout à l'heure, c'est la reliance à l'autre qui permet d'apaiser l'angoisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être, il est temps d'aller créer de la reliance avec des gens imparfaits mais bienveillants qui pourront venir contenir votre corps qui tremble et peut-être les larmes qui n'arrivent pas à sortir. Oui, vous êtes adulte et vous pouvez prendre en charge vos besoins, votre bien-être, mais on reste des mammifères sociaux et on a besoin de reliance à l'autre et on a besoin de s'entourer de gens de qualité. Je vous souhaite d'en trouver avec qui vous serez suffisamment en sécurité pour pouvoir traverser ces moments-là en sachant qu'il existe quelqu'un quelque part qui peut accueillir ça. Parce qu'on en a besoin aussi. Ouais. J'ai presque envie de dire, dans ces moments-là, rejoindre ce genre de personnes, moi, me redonne foi dans l'humanité, puisqu'il y a une désillusion. Il y a eu pas mal de mensonges aussi quand j'étais gamin, où on me disait mais c'est pour ton bien. Je devais cacher des choses à mon père qui se positionnait pas. Donc quand vous parliez tout à l'heure du fait d'avoir une famille monoparentale, quelque part les dysfonctionnements n'étaient que du côté maternel, puisque mon père lui ne se positionnait pas. Donc en fait je ne connaissais pas du tout c'est ma mère qui s'occupait de l'éducation. Lui, il prenait pas parti. Ce qu'il voulait, c'était faire en sorte qu'il y ait moins de cris possibles dans la maison. Donc systématiquement, il prenait soin de ma mère. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'a confié à un moment donné en disant quand je ne serai plus là, ça sera à toi de prendre soin de ma mère. Et je pense que dans les peurs que j'ai eues cette semaine, justement, c'est qu'avec le vieillissement de ma mère, une des peurs viscérales qui se sont réveillées, c'est le fait de devoir finalement, malgré tout, être loyal alors que je le veux pas. C'est-à-dire peut-être que la vie va m'obliger finalement, sur la fin de la vie de ma mère, dans un état peut-être de conscience altérée, de devoir, par l'administratif, par les administrations qui reviendraient vers moi, prendre soin de quelqu'un dont je n'ai pas envie de prendre soin. Et je pense que ça aussi, ça réveille pas mal de peur derrière. C'est tout l'enjeu là de s'autoriser à la trahison. C'est-à-dire que dans un foyer sain, on prend soin les uns des autres et quand on grandit, on prend soin des personnes âgées. Dans le cas des familles où il y a eu de la malveillance, cette période-là devient extrêmement compliquée et on se retrouve à vouloir trahir cette espèce de pacte symbolique qui se joue dans les familles. Et en plus, il faudrait trahir devant tout le monde qui nous pointe du doigt en disant mais tu te rends compte, tu vas abandonner ton père, ta mère à l'hospice. Bon, c'est toute la difficulté de la trahison et de légitimer la trahison. Il y a un bouquin qui parle de ça, je me souviens plus du nom de l'auteur, mais qui parle des trahisons utiles, des trahisons qui font qui permettent de se sauver. Et si je retrouve le titre, peut-être vous pourrez le mettre dans le descriptif. Voilà, parce que c'est tout l'enjeu des gens qui sont nés dans ce genre de famille, c'est de se dire que l'héritage qu'ils ont reçu est un héritage dévoyé et s'autoriser à aller bien, c'est s'autoriser à trahir l'héritage dévoyé. Et pour tous les gens qui ont reçu une éducation normalement névrosée, ou tous les gens qui ont reçu une éducation toxique mais qui n'ont jamais remis en cause, ne comprennent pas qu'on puisse s'autoriser à trahir.
Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut abandonner ses parents malades sur le trottoir. En revanche, on peut les confier à d'autres gens de telle sorte qu'on n'ait pas à s'impliquer au-delà de ce qui est supportable. Et s'autoriser à trahir, c'est aussi ça. À un moment donné. Ça me fait venir on ne change pas les gens. C'est aussi quelque chose qui, je me dis, de toute façon, si la rencontre se faisait de nouveau maintenant, il n'y a pas de raison que la personne, que ma mère ait changé à ce moment-là. Je peux, moi, évoluer, je peux changer, je peux me faire du bien, mais par contre, on ne peut pas changer les gens. Donc, voilà, il y a une déception de toute façon. Comme tu l'as dit à un moment donné, faire le deuil de ce parent qui n'est pas celui qu'on aurait pu peut-être espérer pour démarrer dans ce monde au mieux, même s'il a ses histoires. Ça ne veut pas dire nécessairement, vous l'avez dit aussi, si je dis pas de bêtises, qu'il faut le pardonner. Et c'est vrai qu'il y a certains parfois courants de développement où il faut pas. Moi, je me suis pardonné moi, c'est-à-dire je n'avais pas le choix. Il a fallu que j'attende, il a fallu que je sois patient. Donc déjà réussir à me pardonner moi, à pardonner le fait que je pouvais pas faire autre chose, c'est déjà un gros travail. Ça évite une culpabilité mal placée. Donc dans les sources, comme tu l'as dit, pour aller de l'avant, trouver des nouvelles figures d'autorité inspirantes qui donnent envie de revivre. Tu as évoqué la symbolique des écuries pour le flot de la vie qui va permettre d'importer et non seulement se faire du bien, non seulement avoir de nouvelles choses qui germent, mais aussi faire profiter plus largement autour de nous, à ceux qui nous accompagnent à ce moment-là, de cette irrigation, de cette renaissance, de cette fertilisation. Je trouve que l'image est très belle et très parlante. Merci pour celle-ci, même si tu nous as dit que tu avais mis du temps à pouvoir trouver d'autres mots pour en parler sur qu'est-ce que c'est que ce courant d'eau qui circule. Des années, ça m'a pris. Et ben justement, tu mets des pommes, des poires et je ne sais quoi dans mon potager à pouvoir avoir trouvé une façon de l'expliquer, parce que peut-être que j'aurais bloqué de la même façon en entendant la mythologie tout à l'heure. Donc merci pour ce partage. Apprendre à vivre, tu as parlé d'un sortir du mode dorsal sympathique, et c'est vrai que je l'ai vécu ou je le vis. On peut très bien faire des choses où on tourne en rond, on sécurise son périmètre pour ne plus être en danger comme avant, un endroit où vivre, de quoi payer ce loyer, voire même avoir quelques mois d'avance. Mais du coup, se retrouver pas dans la vie, dans quelque chose de figé, dans quelque chose de sécuritaire. Est-ce que tu as des pistes très concrètes pour justement ne pas s'enfermer dans quelque chose qui finalement peut être aussi négatif, comme tu l'as dit, on peut replonger à trop sécuriser aussi dans quelque chose de négatif. Est-ce que tu donnes des conseils dans ces moments-là pour quelles sont les voies que tu peux proposer pour reconnecter ce flot, reconnecter ce torrent de vie? Plusieurs choses. Quand il y a vraiment des gros traumas, quand il y a vraiment du trauma lourd, tu vois, avec le corps qui revit des choses violentes, moi je conseille à tout le monde d'aller voir du côté de l'EMDR, parce que ça permet de dissocier les souvenirs des émotions et ça permet au cerveau d'archiver les émotions dans le passé plutôt que de les revivre tout le temps. Moi, ça m'a changé la vie, donc j'ai tendance à le conseiller à tous les gens qui ruminent des souvenirs obsédants, qui reviennent tout le temps malgré les thérapies, malgré le temps qui passe. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour revenir dans le flux de la vie, j'ai envie de dire qu'il faut essayer de se rapprocher de tout ce qui fait la vie des enfants qui vont bien, c'est-à-dire un peu d'insouciance, du jeu, courir dans la nature, pratiquer des arts sans enjeu, parce qu'un enfant qui fait des dessins, il n'est pas en train de se demander si c'est suffisamment beau pour le mettre sur Instagram. Donc faut réapprendre, faut remettre de la place pour des pratiques artistiques sans obsession de performance et réapprendre à jouer.
tout l'enjeu des enfants qui n'ont pas été assez sécurisés et qui souffrent et qui deviennent des grands adultes stressés et contrôlants et c'est l'absence de jeu. Et donc toute la clé, c'est réapprendre à jouer. Donc j'ai envie de vous dire, retrouvez les jeux que vous aimiez quand vous étiez petit, allez jouer au foot avec des copains, pratiquer des arts détendus sans pression, c'est-à-dire pas du violon et du ballet classique qui demandent des trucs très très contrôlants, voilà, des trucs un peu détendus et puis se faire des copains, voilà. C'est-à-dire tous les trucs qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'a jamais été insouciant. Voilà. Il faut rejouer ça. Ok. Et si je dis que connecter à tout ça permet aussi de redonner de l'énergie, je dis une bêtise ou ça paraît cohérent? Pas du tout, c'est tout à fait cohérent. Retrouver le désir au passage? Ouais, ça va avec. Le désir, il n'est pas possible quand tout est sclérosé, que la joie est interdite, que la vie est interdite, qu'on est dans une écurie pleine de merdier et qu'en plus il faut passer son temps à nettoyer. C'est pas impossible. Enfin, c'est pas possible, pardon, d'être joyeux et d'être désirant dans ce contexte-là. Donc, il faut sortir de ça. Enfin, il faut sortir de ça. Il faut se donner de la place pour vivre autre chose. Et au fur et à mesure, cette place, on lui donne de plus en plus de temps pour exister. Et si je dis pas une bêtise, ce que vous disiez aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut accepter que cet équilibre soit un peu... voilà, on s'ajuste, mais ne pas chercher un équilibre à tout prix, sinon c'est une prison dorée qu'on se fabrique propre, hein, certes, il n'y a plus de crottin de cheval, mais il y a pas l'eau qui circule, on a coupé le robinet à l'envie, au désir, et à se sentir en vie. Donc ça veut dire avoir envie à l'intérieur aussi. Vous avez parlé du passage par la colère. Du coup, dans ce que j'ai vécu cette semaine, ça m'a parlé parce que il y avait je connais la colère comme, on va dire, entre 20 et 30 ans, comme un moteur. C'est après tout une solution. C'est pas juste, mais pour pas être dans un marasme, pour pas avoir l'impression d'être dans un marais et d'avancer malgré tout, dans mes projets. Histoire qu'il fonctionne, comme tu disais tout à l'heure, parce que sinon, comme de par hasard, ça ne fonctionne pas. Et là, je me suis dit, cette fois-ci, cette semaine, j'ai pas envie de me mettre en colère parce que j'ai envie d'être doux avec moi. Et l'air de rien, l'énergie sans la colère, elle n'était pas là. C'était le côté je ne bouge plus. Je me sens pas prêt à affronter. Donc finalement, je me suis rendu compte que cette colère était quand même un minimum à mettre en place. Il y a juste une histoire de dosage pour pas que ça soit délétère. Et comme vous l'avez dit, pour pas que ça ne dure trop longtemps, je sais pas, pendant 3 semaines, 4 semaines, je me suis pas mis délégué syndical tout de suite. Mais en tout cas, qu'elle pouvait être une porte de sortie au moment de déprime qui peut s'installer. Est-ce que c'est pertinent ce que j'évoque? D'accepter finalement ce bout de colère et de ne pas le rejeter en mode je dois être en paix. Il y a des moments donnés, ça peut être justement nécessaire pour redémarrer. De toute façon, elle est là, cette colère. Donc, elle est là. Si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Donc, oui, la colère, c'est de l'énergie pour sortir de la prostration. C'est-à-dire qu'on ne passe pas, d'un point de vue nerveux, si j'ai bien compris, on ne passe pas de la prostration à la joie comme ça d'un coup. On est obligé de passer par une étape de remise en mouvement qui est celle du sympathique agressif ou du sympathique fuyant, pour parler physiologie, et qui est donc l'énergie de la fuite ou l'énergie de la colère du combat. On est obligé de passer par là pour ensuite se sécuriser et retrouver la possibilité d'être en vie, en joie, en sécurité, en paix, en créativité. Tous ces enjeux-là, on ne peut pas y accéder en passant directement de la prostration à ça. C'est pas possible. On est obligé de passer par la fuite ou le combat. Et donc oui, la colère, c'est de l'énergie pour sortir de la prostration. Le problème, c'est pas de ressentir de la colère. Le problème, c'est d'entretenir sa colère en permanence, parce qu'on se dit, si jamais j'arrête d'être en colère, je vais retomber dans la prostration. Parce que pendant qu'on fait ça, on ne sait pas passer en mode sécurité. C'est pour ça qu'on continue d'alimenter sa colère, c'est parce qu'on ne sait pas se nourrir de l'énergie de la joie et de la paix, parce qu'on n'a pas accès à ça. Donc on se dit, si j'arrête de courir, pour d'autres, si j'arrête de fuir,
hop, je bouge plus. Si je bouge plus, je redeviens une proie, je redeviens un objet, je vais me faire bouffer et c'est insupportable. Donc la colère. Cette insécurité qui fait mal dans le corps même, quand tu dis ça. Bien sûr. Quand tu es prostré, ton corps, il t'envoie de la chimie pour que tu bouges pas parce qu'il pense que tu es en situation de mort imminente et donc il t'anesthésie pour que tu souffres pas trop au moment où la grosse bête va venir te bouffer. Wow. Tu vois, c'est dur, hein. Okay. C'est violent ce que je suis en train de te dire. Non, mais ça a du sens. Ouais. Tu vois, quand la petite biche, elle se fait choper par le guépard et que d'un coup elle arrête de bouger, c'est parce que son cerveau a compris qu'elle allait mourir et son cerveau lui balance les hormones pour moins souffrir. Et ça veut dire que c'est la sidération. Ben oui, c'est ça. C'est la sidération. Et hop, tu bouges plus, comme le lapin dans les phares, parce que tu te dis peut-être si je bouge pas, la grosse bête elle va pas me voir. Tu vois, le T-Rex il me voit que si je bouge, donc si je bouge pas, le T-Rex me bouffe pas. C'est tout, c'est un truc archaïque, hein. Et puis s'il me bouffe, bah au moins je bouge pas, je suis anesthésiée, je souffrirai moins que si je me débat. Là, ça me fait penser à, on va encore le soleil, non, le réveil sonne, allez encore 1 heure, le réveil sonne, allez encore 1 heure. Je me cache sous les draps et si possible, j'aimerais tellement me rendormir. Et quand je me réveille, tout d'un coup, tout ça a disparu. Ça me fait vraiment penser à ces états-là où c'est des états où on n'en peut plus et comme tu dis, on ne bouge plus et on ne peut plus bouger. Et c'est pas qu'une question de courage, c'est pas qu'une question de. Il y a des moments donnés, ça peut devenir impossible parce que, comme tu dis, le corps a appris des choses, ce qui est dans les premières années garde fortement pour toute la vie dans le corps des gens, garde trace en tout cas. C'est ce qu'on constate et c'est pas agréable à se le dire à soi-même bien entendu. Et ça me fait dire merci à mon cerveau d'avoir bien voulu écouter jusqu'à la fin votre entretien. Ça veut dire qu'il est en capacité d'accéder à ça, comme vous l'avez dit. Il y a des moments donnés, c'est ok, on n'est pas prêt. C'est pas concevable. C'est trop compliqué. Et puis, vous avez parlé de loyauté. Hein. Comment tout d'un coup regarder son parent sous un autre jour? Et puis il y a les injonctions. Justement, je vais venir juste là-dessus et puis peut-être boucler là-dessus. Les injonctions extérieures de la société. Où fête des mères, fête des pères, évidemment on ne renie pas ses parents, ils sont toujours là pour bref les petites douceurs, je dirais, les petites gâteries qu'on entend dans les médias, qu'il faut surtout les vénérer. Je sais pas si vous avez, je crois que c'est le terme vénérer que vous avez employé vous aussi. Et on parlait à un moment donné, vous parliez de l'entreprise. Et ça m'a fait revenir quelque chose qu'on m'a dit dernièrement, de quelqu'un qui quittait une entreprise, qui démissionnait de l'entreprise, et sur le fait de garder la loyauté et de ne pas pouvoir critiquer la figure d'autorité, même dans les entreprises désormais, et parfois on parle des entreprises de famille, la famille entreprise, il l'a marqué, alors que c'était sa lettre de démission, ce qu'il voulait, de toute façon il partait, quoi, donc ça changeait rien ce qu'il mettait dedans. Il avait mis des informations du pourquoi il partait, et des problématiques hiérarchiques qu'il avait eues, du fait qu'il y a eu des choses qui avaient été dépassées en termes de bornes, et on lui a demandé de censurer son courrier de démission en enlevant finalement tous les éléments qui pouvaient remettre en cause le système. Donc on en revient à il n'est pas permis en famille, dans la famille entreprise, de dénoncer ce qui ne va pas, même si ça pourrait peut-être, bon, il y a peu de chances que ça fasse bouger les choses, puisque souvent c'est les supérieurs hiérarchiques qui ici ont eux-mêmes en cause qui lisent ça, mais même lui, on lui a donné l'injonction de ne pas en parler dans son courrier. Je trouve ça assez clair au-delà de la famille, au-delà de la cellule familiale. D'ailleurs, la cellule familiale, le mot est gentiment posé. Même maintenant au niveau entreprise, on a ces injonctions de ne pas remettre en cause. Et je vais juste aussi avoir une petite... de partager ça m'a vraiment surpris. Dans les années 80, il y avait un certain nombre de programmes qui étaient prévus pour les enfants le mercredi, sur Antenne 2 à l'époque, sur France 2, dirait-on maintenant. Et dans le cadre d'une émission qui s'appelle Récréa 2, on a ça dans les archives de l'INA. Il y avait un programme qui s'appelait Sacrés parents, où on demandait aux enfants de regarder un petit film qui racontait une situation, du style un jeune enfant de 6 ans vole dans un magasin, ou prend la mobilette sans avoir l'assurance.
Et après, quand on revient au plateau, les enfants ont le choix entre plusieurs façons de régler la situation si eux-mêmes avaient été parents. Donc on leur demande de jouer eux-mêmes le rôle du parent. Et il y a un des épisodes où c'est un vol dans un supermarché d'un disque, je crois, par un enfant. Et on demande à ces enfants sur le plateau, qui sont une dizaine, qui ont entre 8 et 10 ans, la solution qu'ils valideraient pour réprimander cet enfant qui a volé. Et majoritairement, on entend la gifle, la gifle, la gifle. Et il y en a un qui, à un moment donné, dissonne en disant moi, je prendrais plutôt la troisième solution, c'est dire lui expliquer plutôt pourquoi c'est pas pertinent de voler et essayer de le comprendre. Et là, l'animatrice fait bon, on est bien tous d'accord, hein, majoritairement, enfin, même pas majoritairement, on est bien tous d'accord pour la gifle. Donc, ce propos qui disait le contraire de ce que disaient les autres enfants a été immédiatement mis de côté en mode on est tous d'accord, du coup, c'est la solution 1, c'est la gifle. Donc, la violence physique, dans les années 80, même les médias, dans un programme pour enfants récréateurs en milieu de mercredi après-midi, donc c'est-à-dire que c'était fait pour les enfants qui regardent, ça venait valider certains modes d'éducation. Je dis pas qu'il faut pas la gifle. Je dis qu'à un moment là, c'est de la manipulation, que ça passe à la télé et qu'on rentre ça dans la tête des enfants et en plus on leur demande de jouer le rôle des adultes. Je suis désolé, mais ils sont pas équipés pour ça. Ils n'ont pas, c'est pas leurs enfants. Enfin, et ça montre aussi dans les années 80, 90, en fait, grosso modo, je vais dire la génération de mes parents, dans quel monde, dans quel univers ça a baigné. Et ce qui se passe en télévision, parce que c'est aussi mes dadas, à un moment donné, c'est une façon de faire cohésion et de créer la norme. Il y a des normes, on pourra peut-être les éviter. Voilà, pour la petite anecdote de ce sur quoi je suis tombé en mode « Ah ouais, d'accord ». Ouais. On prend la mesure de ce qu'il y avait dans la tête des gens qui nous ont éduqués et de se dire aussi ils ont été eux-mêmes porteurs d'enjeux sociétaux et que à cette époque-là, on avait beaucoup moins accès à l'information qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va beaucoup plus facilement voir un psy, on va lire des bouquins de psy, mais il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, les adultes qui étaient en souffrance et qui avaient des enjeux éducatifs compliqués, ils n'avaient personne à qui en parler. Donc, c'est pour ça tout à l'heure Mathieu nous parlait de cet enjeu de chercher un responsable, un coupable, et j'avais répondu qu'il fallait essayer de défocaliser de la figure du coupable pour voir tous les enjeux autres autour, pour relativiser un petit peu. Eh bien, il faut pas oublier que nous, aujourd'hui, on lit des bouquins de développement personnel, on lit des bouquins de psycho, on va voir un thérapeute, on parle de tout ça à nos copines qui, elles aussi, ont lu des trucs, et puis on va regarder des vidéos sur YouTube. Nous, on a tout ça pour alimenter notre réflexion, notre réflexivité, pour avoir un regard différent sur ce qu'on vit, et nos parents et nos grands-parents, ils se sont retrouvés avec leur trauma, avec leur souffrance, et aucune ressources, à part éventuellement aller se confesser au curé et boire un coup de rouge. Voilà. Et c'est tout. Donc, il faut aussi prendre cette mesure-là et se demander, nous, ce qu'on aurait fait si on n'avait eu aucune ressource pour changer de regard sur ce qu'on vit. Je trouve ça hyper juste. Et le fait d'élargir comme vous l'avez fait, merci beaucoup. Je trouvais ça hyper juste de dire, c'est pas qu'à un endroit. Entreprise, société, famille, tout ça, vous avez parlé de systémique à un moment donné, tout ça c'est une composante très globale. Et j'aimerais finir avec toi sur quelque chose que j'aimerais remettre en lumière, remettre en valeur quelque chose que tu as dit sur l'autorisation et le fait que l'autorité, quand elle donne l'autorisation à quelqu'un, elle lui donne aussi l'autorisation d'être l'auteur de sa vie. Et je trouve cette formule d'auteur de sa vie hyper belle. Je sais pas, il y a quelque chose qui résonne en moi de très très intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu es l'auteur de ta vie? Est-ce que tu penses que tu incarnes justement cette belle juxtaposition de mots? Je suis auteur de ma vie, à plein de niveaux différents. Là où j'ai l'impression de ne pas l'être, j'essaie de tendre vers le fait de l'être un peu plus. Je pense que c'est jamais terminé. On n'est pas auteur de façon définitive. Et puis de temps en temps, on a des enjeux qui viennent nous remettre à une place d'objet mais la dynamique est là. Et oui, je suis auteur de ma vie.
parce que j'ai pu quitter l'institution où je me sentais objet pour créer mon activité, parce que je me sens libre de dire ce que j'ai envie de dire et que je ne me censure pas pour essayer de plaire à quelqu'un, parce que je me suis remise à écrire. Ça aussi, écrire, c'est l'aboutissement de la posture d'auteur de sa vie, c'est-à-dire que je me mets à l'origine de ce que je dis et je le dis depuis une posture qui est ancrée dans la cité et je fais en sorte de le dire de telle sorte que ça soit utile à d'autres. Et tout ça, ça contribue à ma légitimité, à ma reconnaissance. Donc oui, ce processus-là, il est joué, il est actif en permanence et je fais tout ça en essayant d'assumer la place de la figure d'autorité quand on me la donne. Et j'essaie de jouer le rôle de celui qui donne les autorisations là où il faut les donner. Parce que les gens qui choisissent de me regarder comme une figure d'autorité, c'est pas moi qui choisis d'être la figure d'autorité des autres, c'est les autres qui projettent sur vous que vous pouvez jouer à un moment donné ce rôle-là. Eh bien, moi, j'essaie de jouer ce rôle-là aussi dignement que possible. J'essaie d'être la maîtresse d'un cadre le plus sécure possible à l'intérieur duquel on peut déployer son juste pouvoir. Et l'une de mes missions, c'est de donner des autorisations là où j'ai l'impression que c'est pertinent, là où je peux parier que ça va avoir un impact positif. Et j'essaie de jouer ce rôle-là aussi dignement que je peux. Et je le fais précisément parce que j'ai assumé d'être auteur de ma vie quelque part. Parce que si je l'avais pas fait, si j'avais pas pu jouer ce processus-là dans ma propre vie, je comprendrais même pas les enjeux. Donc je n'aurais pas les moyens de le faire. Et j'essaie de jouer ce rôle-là parce qu'un jour une figure éducative a joué ce rôle-là avec moi. Et ça a été l'un des plus grands moments de ma vie de rencontrer quelqu'un qui a représenté un cadre sécure à un moment donné et de pouvoir m'autoriser à grandir dans ce cadre-là. Et puis qu'un jour, cette personne me tape sur l'épaule en me disant « C'est bien ce que tu fais. Vas-y. » Et ben ce moment-là, c'est grand, c'est beau, tu vois. C'est comme, je pense que pour tout chirurgien, le moment où ton chef de service il te tape sur l'épaule et il te dit « Vas-y, va t'occuper de l'appendicite de Madame Michu, ça y est, t'es des nôtres. » Voilà. Et ben ça. Moi, je vois une fleur qui te tend et que tu transmets à d'autres derrière, en faisant même en sorte que ça soit des bouquets, plus simplement une fleur. C'est beau ce que tu dis. Mais oui, c'est comme ça que je l'imagine. Parce qu'il y a la graine. Souvent, j'ai l'image de la graine qu'on transmet. Mais là, avec l'autorisation, je trouve que ça va au-delà. La plante, elle a déjà fleuri. On est carrément au-delà et on transmet cette fleur de personne en personne. Vous avez parlé de flambeau tout à l'heure. Et auteur, je rapproche ça d'artiste. Et en fait, quand tu dis j'essaie de voir quand je joue légitime, je vois le ballet en fait de positionnement. D'ailleurs, vous avez fait la différence entre attachement et le fait de pouvoir avoir de la souplesse. J'entends toute la souplesse qu'il faut pour justement s'adapter, en faire sur mesure en fonction de qui tu rencontres. Mais quoi qu'il arrive, pouvoir partager cette fleur aussi. Et quelque part, en termes de sens, ce qui a été vécu peut finalement avoir une utilité bénéfique socialement. Et ça, je trouve ça beau. Et moi aussi, je trouve ça beau et ça me touche que tu puisses le percevoir dans mon discours parce que c'est précisément ce que j'essaie de jouer dans ma propre vie et dans la vie des gens qui viennent me faire l'honneur de me confier un petit bout de leur existence dans mon cadre parce que c'est ma façon à moi, tu vois, d'habiter ma place dans la cité et tu vois, quand tu inventes ta place, tu apprends à jouer avec ton pouvoir de la façon la plus belle possible et en essayant de tendre vers quelque chose de gracieux. Quand tu arrives à faire ça, tu montres aussi aux gens qui viennent vers toi que le pouvoir, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose que tu mets au service de l'autre et ils ont grandi dans un milieu où le pouvoir a été dévoyé. Ok, maintenant ils ont la possibilité d'apprendre à bien utiliser le leur, à le déployer, à faire confiance à des gens qui savent utiliser le leur d'une façon utile et qui leur fait du bien. Et ça leur donne aussi le droit un jour de devenir
auteur de leur vie, mais aussi de devenir eux aussi un jour une figure d'autorité saine, qui saura poser un cadre sain et qui sait utiliser son pouvoir de façon pertinente, éthique et utile aux autres. Et là, t'as pas seulement aidé des gens à sortir du marasme dans lequel ils ont grandi, tu fais en sorte que ces gens un jour deviennent des sujets, des citoyens qui vont contribuer à la cité, qui vont continuer à faire du bien et à transmettre leur propre pouvoir d'une belle façon autour de toi. Et tu vois, les éducateurs, au début, quand ils veulent devenir éducateurs, ils veulent sauver le monde, ils veulent être des sauveurs, et à un moment donné, si tu as un bon prof, un bon formateur, il t'apprend que tu ne fais pas ça pour sauver l'autre, tu fais ça pour lutter contre la barbarie du groupe social. Et donc, tu n'es plus dans un enjeu individuel de « je vais te sauver », c'est-à-dire tu as été l'objet d'un système pervers, tu vas devenir mon objet à moi, mon bel objet que je vais... Voilà, c'est ça. C'est du pouvoir. Et ouais, c'est du pouvoir. C'est jouissif de se sentir du bon côté du bureau quand tu es éducateur. Mais voilà, tu remplaces un problème par un autre, mais oui. C'est ça. Et donc, tout l'enjeu quand tu formes des éducs, ça a été mon métier pendant un temps, de former des éducs, c'est de prendre des gens qui ont envie d'être des sauveurs et de se sentir supérieurs à tous ces pauvres gens que tu reçois dans ton bureau. Et à un moment donné, c'est de leur dire, t'es pas là pour sauver les gens, t'es là pour lutter contre la barbarie collective. Ton activité est une activité de lutte contre la barbarie. Et donc, parce que tu vas bien utiliser ton pouvoir, tu permets à des gens d'apprendre à bien utiliser le leur. Et si tout le monde apprend à utiliser sainement son pouvoir, peut-être qu'un jour, on évitera quelques drames et on aura un petit peu contribué à ça. Et ben, je trouve que c'est beau, je trouve que ça a de la gueule, je trouve que c'est une belle façon d'occuper son temps. Et c'est comme ça que j'ai choisi d'utiliser le mien. Voilà. Carrément. Et c'est très clair. Et même le ton de ta voix et son assurance, voilà, les choses sont très claires. Et c'est vrai que passer d'un mode victime à un mode bourreau en voulant faire le bien, c'est un risque. Et en voyant là encore plus grand, en prenant du recul et en se disant on va distribuer, et non pas garder le pouvoir, mais distribuer des clés pour que chacun puisse prendre ses clés, ses fleurs, ses codes, ses savoirs, et avoir ces valeurs finalement humaines qu'ils partagent, si possible quand même, qu'ils incarnent. Là, ça a de la gueule, comme tu dis. Là, ça a du sens. J'adore. Merci pour ce partage. Merci pour ce parcours. Merci pour de nouveau avoir voulu dialoguer aujourd'hui avec nous et nous partager ce sujet qui, comme je m'en suis pas caché, me concerne et me touche énormément. Et moi aussi, j'ai envie de rendre plus doux pour certains, si c'est possible, s'ils sont prêts. Et tu as parlé de l'EMDR, et c'est pour ça que ça m'avait intéressé aussi, que le trauma devienne un souvenir et ne reste pas un trauma. Voilà, en tout cas, proposer des techniques ou tout simplement conseiller des gens pour adoucir l'atterrissage, appeler ça comme ça, je sais pas. Merci pour l'entretien, merci pour ces instants qu'on a passés ensemble, puis j'ai envie de te dire à très bientôt. Avec plaisir. C'était un plaisir d'être avec vous, messieurs. C'est toujours très agréable et j'ai été heureuse de pouvoir partager tout ça avec votre public. Merci pour aussi toute la chaleur que vous dégagez. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Merci. Merci infiniment. On est parti un peu dans tous les sens et je trouve ce sujet vraiment essentiel et je te remercie de le porter pour qu'il soit accessible et lors des formations que tu vas donner et des prises de parole qui sont les tiennes. Donc merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. C'était super. C'était un plaisir d'être là, Mathieu, et puis je suis heureuse de pouvoir transformer mon merdier en fertilisant et de faire en sorte que ça soit utile à plein de gens parce que c'est aussi ça qui permet de donner du sens à ce qu'on traverse, c'est de transformer ce qu'on a vécu en compétences et permettre à d'autres de s'en nourrir et c'est beau et tu permets à des gens de venir se nourrir de ça et c'est beau et c'est d'utilité publique. Merci beaucoup. Les liens pour accéder à ton travail sont disponibles sous cette vidéo. J'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à t'abonner bien entendu. Et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!